reçoit des poussières. D'accord. Les chevaux. Les chevaux aussi, d'accord. Il me semblait même, pour la petite anecdote, il se mettait un sac dessus avec 2 trous pour les yeux, il ressemble un peu à des pénitents, pour éviter d'avoir trop de poussière. Ah, mais c'est quand on passe à la ventarelle. Alors, voilà, la ventarelle, donc, vous appelez ça la ventarelle, moi j'ai pas connu ce terme. C'est le tarare. Le tarare, d'accord. J'ai trouvé un terme dans le dictionnaire, le vannage par le vent. Oh, ben oui, ça remplace la ventarelle. Hein. Oui, encore une soupe. On a vu qu'il y a beaucoup de vent. Et le vent, toute la paille, il emporte, le vent tombe par terre. D'accord. Et la ventarelle, c'est l'instrument qui permet de faire du vent artificiellement, pour pousser cette poussière loin et garder le blé dans un seul endroit. Voilà. Le blé coule d'un côté, la poussière part de l'autre, en tournant. On tourne comme ça à la main et ça nettoie. D'accord. Monsieur Rayan, le blé, un champ d'un hectare, on a semé du blé, par exemple 180 kg à l'hectare, ça donne quel rendement? C'est extrêmement variable. Si tu prends le rendement d'il y a longtemps, ça faisait 5 fois la semence. Plus tard, ça fait 8 fois, puis 10 fois, et puis maintenant, il y a des rendements énormes. Ça dépend des époques, ça dépend des régions, ça dépend des paysans, ça dépend de ce qu'on met dans la terre. Ça dépend de la tournure, ça dépend. Ça rapporte par rapport à ce qu'on nous donne à manger. Ouais. Et nous, en France, on a des petits lopins de terre. Ça dépend des régions. Des petits morceaux de terre, par contre. En Provence, mais si tu vas dans la Brie, dans la Beauce ou dans la plaine du Nord, c'est des grands hectares. Comment ça se fait, monsieur Rayan? Ça voudrait dire peut-être qu'en Provence, il y a eu plus d'enfants et on a fait des successions. C'est pas ça, c'est le relief. Il y a des collines, il y a des petites parcelles. Et là-bas, pour le vent ici. Là-bas, il y a grande plaine. Le vent est épouvantable ici. Mais si tu vois bien, il y a des petits morceaux, après il y a des ruisseaux, après il y a des haies, après. Voilà. Tandis que la télévision, moi j'en vois à la poste, des morceaux qui font 25 hectares. Ouais. Et donc nous, ça serait parce qu'il y a beaucoup de vent, et c'est plus parce qu'il y a beaucoup de vent en Provence, monsieur Rayan, ou c'est plus parce qu'il y a plus de succession, il y a plus d'enfants, que les morcellements sont plus importants? Non, c'est pas ça, c'est l'état du terrain, c'est le relief. L'état du terrain, donc. Pour l'arrosage, monsieur Rayan, comment ça se passe, dites-moi? Ça m'a l'air bien compliqué pour arroser un champ. Ça dépend des pays, ça dépend des régions. Il y a des régions où c'est le bon Dieu qui arrose. Toutes les régions, la Normandie, le Nord, Bretagne, dans les Alpes, ça n'arrose pas, c'est le bon Dieu. Et en Provence, alors on arrose. Alors en Provence, il y a des canaux, et l'arrosage part à l'arrêt. Et puis maintenant, depuis il y a longtemps déjà, il y a l'aspersion, l'arrosage de l'aspersion, et puis alors encore plus récent, c'est l'arrosage au goutte à goutte. Voilà, l'arrosage, nous c'est l'arrosage à l'arrêt, comme il fait ton père, comme on fait il y a une rigole grâce à l'eau, c'est des plantes. L'arrosage de l'aspersion, c'est des tuyaux avec un moteur et ça fait la pluie. Et l'arrosage au goutte à goutte, c'est un tuyau qui passe à côté de la plante et qui est percé et qui fait couler l'eau au goutte à goutte. Voilà, c'est plus récent. Traditionnellement, monsieur Rayan, on a donc plus un arrosage à l'arrêt. Ah, c'est plus obus. Qui est-ce qui détermine les raies par rapport à l'irrigation? Est-ce que c'est l'agriculteur ou est-ce que c'est imposé? On voit si on en a besoin, hein, que l'agriculteur il voit s'il a besoin d'arroser ou non. S'il n'en a pas besoin, mais il arrose, mais il porte toujours la peine, parce qu'il en a besoin, il le fait. Donc, est-ce qu'il y a des horaires spéciaux, des horaires spéciaux, pour arroser les champs à certains moments? Tout dépend des régions et des quartiers. Ici, l'eau elle passe, on arrose quand on veut. Normalement, il y a des jours où on doit l'avoir, ou des jours où on ne doit pas l'avoir. Et quand elle dit, elle passe. Il y a des régions où l'eau c'est à l'heure. C'est telle heure à telle heure, et elle a un compteur. C'est beaucoup plus cher. Ici, l'eau,
elle est relativement pas chère. C'est tant l'hectare, tandis que les endroits où il y a un conducteur, c'est plus il y a muse, plus il y a un dépense. Et il y a des endroits où ils arrosent alors avec un moteur qui est plus haut dans la terre, et alors on paye l'essence. Donc nous on a une irrigation en Provence qui est relativement facile. En Provence, il y a les trois irrigations. L'irrigation à l'arrêt, l'irrigation à l'aspersion et l'irrigation au goutte à goutte, suivant le quartier. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un choix ou c'est parce que ça revient moins cher de faire de l'arrosage à l'arrêt? C'est parce que c'est comme ça. Hein. Voilà, ça marche comme ça marche bien comme ça, il y a bien de l'eau. Alors il y a bien de l'eau, on arrose à l'arrêt. Il y a guère d'eau, à l'aspersion, on l'économise. Il y en a encore moins, au goutte à goutte, on l'économise. Et si on la paye, plus on la paye, moins on use le moins possible. On l'utilise avec parcimonie. Ouais, voilà. Et monsieur Ryan, dites-moi, un arrosage, une pente dans un champ, c'est déterminé comment? Bon, une question bête, l'eau elle coule, donc elle va dans le sens de la pente. Elle suit la pente. Qui détermine la pente du champ. S'il y a trop de pente, l'eau elle va trop vite. Normalement, autant que possible, il ne doit pas y avoir de pente. L'eau, une pente très, très faible. Il y a une pente, quand on livre de la terre, il faut une pente très, très, très légère. C'est l'agriculteur qui détermine cette pente, la terre elle est comme ça depuis que les parcelles, les terres ont été défrichées. D'accord, donc c'est une pente, on peut dire un peu de naturelle? Oui. D'accord, bien sûr. Vous m'aviez dit déjà par rapport à la terre, par rapport à l'heure où on arrose. Il y a des heures que la terre préfère arroser. En pleine chaleur, il ne faut pas arroser. Il faut arroser de préférence le matin. Mais on arrose quand on peut. Pourquoi le matin, ça me serait? Parce que la terre n'est pas chaude. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus techniquement? La terre est chaude, en risque de donner des maladies. L'eau avec la chaleur, ça provoque des maladies. C'est pour ça qu'on arrose autant que possible avec la terre froide. On arrose comme on peut. Est-ce qu'il y a une fonction un peu plus chimique peut-être de la terre quand on arrose? Qu'est-ce qui se passe quand on arrose le matin? Les racines prennent de l'eau. Les racines la plante boit. Ça font l'engrais et la plante boit. Alors l'engrais justement, il sert à rentrer dans les racines ou ça sert à rentrer dans la terre pour donner plus de substance à la terre? Ils se font et la plante le prend par l'eau. La fonction de l'engrais c'est quoi par rapport? C'est la nourriture, c'est la fonction de ton bistec. Et on donne de l'engrais, c'est plus pour la plante ou plus pour la terre? C'est ça l'objet de ma question. C'est pour la plante. C'est pour la plante, d'accord. Et tous les oligo-éléments qu'il y a dans la terre pour les racines, monsieur Ryan, on met quoi? Est-ce qu'il faut changer de plante pour qu'elle puise plus profondément ou ça s'appelle la sol même. Il est préférable de changer les plantes, de changer de culture chaque année. Une année, faire une plante qui a des racines superficielles et une année, des plantes qui ont des racines profondes. Maintenant, tu fais comme tu peux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est imposé à ce niveau-là ou c'est l'agriculteur qui comme il souhaite? Bien sûr, c'est l'agriculteur. Il n'y a pas une loi qui nous dit de faire. Dites-moi, monsieur Ryan, est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, dites-moi, monsieur Ryan, est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont propriétaires et il y a plutôt des agriculteurs qui travaillent la terre pour quelqu'un? Il y a de tout. Il y a l'agriculteur sans terre et l'agriculteur qui est propriétaire de sa terre. Moi, j'ai commencé par être un agriculteur sans terre et je suis arrivé à être un propriétaire exploitant. Est-ce qu'il y a en Provence un quota, un pourcentage? Est-ce qu'il y a des statistiques à ce niveau? Il y en a, mais je ne connais pas.
agriculteur qui travaille la terre de quelqu'un. Un fermier ou un métayer. Un fermier ou alors un métayer. Le fermier, c'est celui qui paye une redevance annuelle, la rente, ou le fermage, et le métayer, il partage la récolte. Le métayage, c'est de moins en moins. C'est des cher, le métayage. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à être propriétaire, monsieur? En travaillant beaucoup. En travaillant beaucoup, interdit. Dites-moi, Madame Ryan, comment ça a commencé? Vous avez commencé, je suppose, vous n'étiez pas propriétaire. Non, on était des paysans chantiers. Comment ça s'est passé? On a travaillé. On a travaillé une campagne à Mérade, qui était très bonne, et ma foi, on a fait beaucoup de melons, beaucoup de fichaux. On avait des remorques complètes d'artichauts, des melons c'est pareil. Et la terre, ça venait bien, mieux que maintenant. Les choses poussaient mieux que maintenant. Ça se vendait mieux aussi. Et ça se vendait mieux. Et on a fait de l'argent. Quand on a eu assez d'argent, on a dit on va voir si on trouve un peu de terre. Et on a trouvé ça, pas grand. Mais c'est nous qu'on est, après, à mesure qu'on a gagné de l'argent ici, on a acheté des terres. On a acheté à Blanchard, on a acheté là-bas, on a agrandi la campagne. Elle était petite. Elle était de 2 hectares, maintenant elle est de 5. À mesure, on a agrandi. Voilà. En travaillant et en économisant. En économisant. Il n'y a que le travail pour gagner de l'argent. Et accessoirement économisé aussi. On n'est pas arrivé après la bataille. Oui, on mangeait bien. Pour manger, on a toujours bien mangé. Mais il y a beaucoup de choses comme les voyages, tout ça, qu'on aurait pu en faire, qu'on n'en a pas fait. Et ainsi de suite. Et c'est là que ça fait des économies. Nous, on n'est pas arrivé après la bataille, on est arrivé avant. Comme là, il y a tous ces gens qui ont Canal+, il faut qu'ils donnent 15 000 francs par mois. Ceux qui ont le reste, là, tu sais, maintenant, il y en a beaucoup de... Câble. Et Le câble, peut-être. il faut avoir 30-35 000 francs par mois pour pouvoir avoir ça. Et à ce sujet-là, par contre, je suppose qu'un agriculteur n'a pas beaucoup de temps consacré à des voyages. Il doit s'occuper principalement de sa terre. Et est-ce que ça vous a manqué, dites-moi Madame Royan, de ne pas trop sortir de chez vous? Nous, pas du tout. Non, parce que le temps passait très vite. Nous, pas du tout. En travaillant et en faisant les marchés, le temps est passé très vite. On avait juste le temps d'aller faire les courses et le temps passait très vite. Et quand on ne faisait pas les courses, on était content de se reposer. On est très bien chez nous. On n'a pas envie d'aller ailleurs. On se revenait maintenant qu'on pourrait en faire des voyages, on en fait pas. Il n'y a pas un endroit où on soit mieux que chez nous. Moi, dans mon lit, à côté du cul de ma vieille, ça ne marque pas, ça, non? Non, c'est pas enregistré. Mais il n'y a pas un endroit où peut-être mieux. Alors, des fois, les gens... Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas. Ah non. Il y en a qui font des voyages. Ils vont rouler. Je suppose à la campagne, il n'y a pas trop le temps de s'absenter. La terre, elle demande toujours à être entretenue, toujours prévoir les récoltes. Maintenant, il paraît qu'ils s'organisent, ils prennent des gens. Oui, des gens qui viennent les aider, qui viennent les remplacer. Ah, maintenant, il y a une génération. La nouvelle génération n'est pas comme nous. Nous, l'ancienne génération. Il y en a qui vont au sportif, il y en a qui vont. Il y en a qui vont comme la ville. Enfin, nous, nous, on est de la génération d'autrefois, mais on n'est pas plus malheureux. Nous, Claudine aussi, quand de la génération d'autrefois. Et des semences, est-ce qu'il y a des semences nouvelles? Est-ce qu'on a perdu des semences par rapport au passé? Ah oui. En principe, on les a améliorées. On les a améliorées, qu'elles produisent beaucoup plus. On les a améliorées, voilà. Les semences de maintenant. Est-ce que c'est un bon choix, Madame Rayan? Est-ce qu'il aurait mieux fallu de garder plus des semences anciennes? Non. C'est la sélection. Le principe de la sélection, c'est ça. Tu sèmes 10 graines de blé. Il y en a un qui est le plus beau, et tu le gardes. On le garde pour ressemer. Pour le ressemer. C'est comme dans les bêtes, il y a une nichée de cochons, et tu gardes les plus beaux, les petits des plus beaux, tu gardes encore les plus beaux, et ainsi de suite. Et voilà, les tardons, on les fait manger. Comme si tu as l'occasion de lire les œuvres de Jean-Olivier Curwood, ou de Jean London, tu verras le piège d'or, un trappeur, il avait sélectionné des loups. Il avait commencé par avoir une chienne. Cette chienne, elle a fait prendre par un loup. Ça a fait des chiens. Il a tué ceux qui ressemblaient le moins au loup. Il n'a gardé que ceux qui ressemblaient le plus au loup. Je marquerai peut-être après. Oui. Le piège d'or, c'est pour les chasseurs de loups aussi, c'est le Curwood. Et par contre, un qui a passé à la télévision, c'est de Jacques
l'abandon. Comment c'est le chien qui. Le loup qui est devenu chien, comment c'est de l'abandon, ce roman. On recherchera peut-être après, monsieur Rien. Faut faire un peu de lourd monter, monsieur Rien. Le loup, il vit dans la forêt. Hein. Il est dans la forêt du Canada ou dans les forêts de Russie. Hein. Il est là ici maintenant. Maintenant, parce qu'il est venu d'Italie. Alors comment on fait pour faire un peu de goût par rapport pour faire un parallèle avec une semence, pour faire garder les bonnes semences, pour faire une semence nouvelle. T'achètes une femelle, un mâle, tu es passé par une loup et tu le mets ça dans un parc. Et tu gardes les plus beaux. Dans les 450 et dans 50. On garde quoi, Madame Rien? Ce qui ressemble le plus à ce qu'on souhaite conserver. Ah oui, ce qui ressemble le plus au vrai loup. Par rapport à des graines, monsieur Rien, donc si on prend du blé, on prend les plus gros grains de blé, est-ce que les plus gros grains de blé sont les meilleurs? Non. Dans une semence, comment on détermine celle qu'on va garder? Ah, mais il y a des maisons des maisons comme à Villemorin qui s'occupent de ça pour toutes les graines. Il y a des maisons qui savent sélectionner pour toutes les graines. On n'est pas dans les saloperies, mais normalement, c'est un métier. Il y a un office, là, comment ça s'appelle? C'est l'IRA. C'est l'IRA, ça s'appelle. Ils sélectionnent les semences. Et est-ce qu'on voit qu'on perd des produits ou on voit qu'on gagne des produits, monsieur Rayan? Est-ce que par exemple, des pommes de terre, il existait des semences de pommes de terre avant, avec un goût qu'on avait avant, qu'on a perdu, ou on a gagné des choses? Non, les goûts sont toujours les mêmes. La pomme de terre, elle n'a pas le goût au gigot, le goût de la pomme de terre. Mais il y avait des qualités qui produisaient moins. Il y avait une pomme de terre rouge, nous on a connu, on prend toujours les meilleures qualités. Bon, elle était bonne, celle-là, on les fait encore, la binge, la binge, certainement, ça faisait il y a 50 ans, on les fait encore. Mais maintenant, il sort toujours de nouvelles. Et par rapport aux maladies, pour les traiter, pour avoir un produit sain, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce s'il y a une épidémie et qu'on n'a qu'une seule variété, est-ce que c'est vraiment, ça pose pas vraiment un problème, monsieur Rien? Mais le jour où il y a une maladie, il y a des chercheurs qui ont trouvé le remède. C'est pas difficile. Ça a été pour le mildiou, ça a été le sulfate de cuivre. Pour l'odium, ça a été le soufre. Pour le phylloxéra, ça a été la greffe sur plan américain. Et chaque chose, il y a eu. Donc il y a eu son remède, à chaque mal il y a eu son remède. Mais est-ce que ce ne serait pas problématique de faire tous les mêmes semences, et si à la limite on ne trouvait pas de remède aux maladies qui pourraient se prévoir, on pourrait avoir des problèmes, on pourrait perdre toute une culture. Une culture, entre guillemets, tout un produit. Si on faisait tous la même plantation de fraises, et la même fraise, et s'il y a une maladie qui attaque le fraisier, qu'on ne trouve pas, on pourrait ne plus avoir de fraises à la limite. Non. Il y a toujours un remède. Toujours un remède. C'est moi déjà. Et Madame Rien, est-ce que vous avez connu des cultures qui n'existent plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez connu ça avant? Des pommes de terre, comment on appelle ça? Des pommes de terre ou c'est-à-dire les pommes de terre, les qualités, les anciennes, personne ne les plante plus. Elle évolue, ça évolue. Elle évolue, il y a de nouvelles qualités maintenant. Quel genre de plantes il y avait avant, Madame Rien, et qu'il n'y a plus aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais il y avait certainement tout ça n'en plante plus de ça. Maintenant, ça a changé, maintenant, il y a de nouvelles qualités. De nouvelles qualités qui produisent beaucoup, qui sont grosses. Que nous, on ne faisait pas. Maintenant, les nôtres, elles se font encore. Non, pas beaucoup. Et quel genre de plantation vous avez cultivé dans votre vie? Quels légumes, quels fruits vous avez fait? Ben, nous, on a fait du blé, les céréales. Hein. Les céréales, ça englobe le blé, l'avoine, l'orge. Et après, on a cultivé la vigne.
Et dans la culture maraîchère, on a cultivé le melon et l'artichaut et la fraise. On a aussi le bricole, le poireau, les carottes, on a fait ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le radis, le pinard, le persil, maintenant les producteurs de persil. Là, sur mon vieux jour, on s'est mis au persil. C'est bien le persil, bien entendu. Et ta tante, elle regarde, elle dit, ah, si je faisais un peu des persils, moi. Et monsieur Rayan, dites-moi, comment ça se fait qu'un agriculteur se diversifie tant? Pourquoi se diversifie tant? Pourquoi il ne fait pas qu'une seule récolte, il ne se spécialise pas? Pour faire de l'argent, il faut planter un peu de tout. Ouais. Parce que si tu fais une seule récolte et qu'elle ne se vend pas, tu es marron, tu es plus rond. Il faut... Si tu as 4 ou 5 récoltes, tu es sûr qu'il y en a toujours une qui se vendra. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Tu veux que l'appelle ta tante, qu'elle vienne un peu de t'interroger? Il vaut mieux le laisser se reposer. Oui, non, mais... ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sur la désolé à 3 heures. C'est comme ça que je t'ai supposé. J'ai l'entête, le soleil. Voilà. Oh, si on peut le dire, non? On va voir avec la four, on va dire. Il manque de l'eau. Peut-être, M. Rayan, avant que Claudine arrive, je vous poserai une dernière question. Pour les insecticides et pour les pesticides, comment on traite une plante? Quel genre de produit on peut mettre et à quelle époque on les met? Ah, mais ça, on les met question, quand ils en ont besoin. À moins qu'on les mette préventivement. Alors, il y a 2 questions. Il y a deux problèmes. La plante, le traitement curatif et le traitement préventif. Là, merci. Le curatif, c'est quand la plante est malade, tu vas essayer de la guérir. Comme toi, si tu as l'appendicite, tu te coupes le liquide. Je ne savais pas qu'on avait l'appendicite, on peut couper les liquides. Non, mais à côté, quoi, c'est pas aussi. Ah, d'accord. Ça me connaisse rien. Allez, à ta santé. Et le préventif, alors, c'est que au lieu de couper le kiki, on te met des emplâtres sur le kiki pour pas qu'il s'abîme et qu'il ne se gaspille pas. Voilà. Il y a le préventif et le curatif. Je te parle du kiki pour donner un exemple. Et bien, pour les plantes, c'est pareil. Tu mets du soufre, ça empêchera l'odium de venir. Tu mets du caratane, c'est que l'odium est implanté et tu le détruis. Voilà, il y a le curatif et le préventif. Alors, qu'est-ce que tu veux encore savoir? Quand est-ce qu'on le met et comment on le met ces produits? On les met sur la plante, on les met aux racines de la plante, je veux dire au pied de la plante. Non, on les met sur la plante quand on voit qu'elles sont malades. La plupart, c'est le pulvérisateur. On le met dans l'eau, un pourcentage qui est indiqué sur l'enveloppe, tant de litres d'eau pour tant de produits. 100 grammes pour 100 cc, pour 10 litres. C'est indiqué par le producteur, par le vendeur, par le fabricant. Et avec ça, si tu en mets un peu trop, tu brûles. Si tu en mets un peu pas assez, tu fais rien. Alors des fois ça arrive qu'on en met un peu trop qu'on brûle, et des fois ça arrive qu'il faut faire gaffe. C'est comme avec les herbes, il faut faire gaffe. Bien suivre les indications qu'on donne au laboratoire. Oui, il faut faire attention, bien respecter les doses, pas faire des conneries, pas être embêté. Et ce sont des produits qui sont relativement chers. C'est très cher. Alors, est-ce que tu veux... Comment ça se fait que ces produits sont trop chers, M. Rayan? Pourquoi il n'y a pas de subventions pour aider les agriculteurs? Non, la seule chose qui limite leur cherté, c'est la concurrence. Tu vois, pour le domaine des jardins, il y a un produit très cher, qui marche très bien, c'est le Roundup, il est très cher. Et puis, il sortit un nouveau produit qui est la concurrence. Même M. Papiro, il t'a dit l'autre fois? Il a dit, Il a dit, mais nous, on a l'habitude, on est content du Roundup. Et Pierrot, il a dit à Yvette, il a dit, il y a un produit qui marche aussi bien et qui est moitié prix. C'est la concurrence qui, comme tout, comme de partout. D'accord. Il faut plus mal qu'il y ait cette concurrence donc pour éviter les abus qu'on pourrait faire les laboratoires. Ouais, voilà, ouais. Et les maisons. Maintenant, il y a une grosse concurrence entre les maisons.
maison. Je vais t'en donner un exemple. Il y a des produits qui marchent l'un avec l'autre. Alors j'avais téléphoné à une maison pour demander si le Ronilan il marchait avec quoi? Avec deux produits, un pour le botrytis et l'autre pour le tryptarine rouge. Alors le type il m'a répondu oui, mais à condition que vous mettiez celui de ma maison, que exactement il fallait que le produit soit de la même maison, sinon il ne garantissait pas. Parce qu'il devra avoir un dosage spécial qui permettait la compatibilité entre les deux produits. C'est qu'il cherchait surtout que j'achète les choses de 100 000 €. C'est normal.